les adjuvants à base d'aluminium. Vous l'avez compris, c'est un sujet que j'aime bien présenter et je vais vous présenter le dernier article qu'on a publié sur le sujet, qui nous permet de comprendre s'il existe ou non une limite réglementaire à la dose d'aluminium vaccinal et si elle repose ou non sur une base solide en termes de toxicologie. La réponse évidemment est non. Ça sera pas une grande surprise, je vous le dis dès le début. C'est une étude signée en premier auteur par Loïc Engrand, qui a travaillé plusieurs années avec nous, qui aurait adoré venir ici vous la présenter ce matin, mais il n'était pas disponible pour des raisons professionnelles. Il est maintenant dans le privé, il pouvait pas se libérer ce matin, donc je vais le faire pour lui. C'est pour ça que je reviens. Alors cette étude-là, pour la comprendre, il faut revenir un peu aux origines de l'utilisation de l'aluminium dans les vaccins. On est dans les années 1920 avec ce premier travail de l'immunologiste anglais Alexander Glennie, publié en 1926. Et en 1926, Glennie fait des tests, il essaye différentes substances pour produire une réponse adjuvante pour des préparations vaccinales, et il essaye notamment ce qui s'appelle le potassium alum en anglais, l'alum potassium. Je vous ai mis sa formule chimique, on va pas faire de la chimie, mais c'est quand même important de voir ce que c'est comme composé. La première utilisation de ce composé-là, l'alum potassium, dans un vaccin humain, c'est 1932, et puis assez rapidement, cet adjuvant est arrêté, et d'autres sont développés qui contiennent aussi de l'aluminium, comme l'oxyhydroxyde d'aluminium et l'hydroxyphosphate d'aluminium dans les années 30-40, et plus récemment le sulfate d'hydroxyphosphate d'aluminium dans les années 80, depuis 80-90. Donc la première chose qu'il faut vraiment, vraiment bien comprendre, c'est que le composé historique, qui est utilisé depuis 100 ans, ça on entend tout le temps, l'alun de potassium n'est pas le même que les sels d'aluminium qu'on utilise aujourd'hui dans les vaccins, qui sont l'oxyhydroxyde d'alu, l'hydroxyphosphate et le sulfate d'hydroxyphosphate. Ce ne sont pas les mêmes composés, et c'est une chose qui est quand même assez fondamentale si on veut faire de la pharmacocinétique ou de la pharmacodynamie par la suite. Alors je vous ai mis ici quelques images de nos 3 composés d'intérêt, qui sont ceux qui sont actuellement utilisés, qui sont des particules. Vous avez l'oxyhydroxyde, puis l'hydroxyphosphate, puis le mélange des deux, avec à chaque fois des vaccins qui les contiennent. Donc le Nesvac contient l'oxyhydroxyde, le Prevnar 13 contient l'hydroxyphosphate, et l'Infanrix Hexa contient un mélange des deux. Et puis on a ici dans cette étude-là le troisième AAHS, comme Jean-Daniel l'a dit, qui est propriété industrielle de Merck. Donc cette publi, c'est une publi Merck, et nous, on peut pas y accéder pour l'étudier, et il est en particulier dans le Gardasil. Alors, Jean-Daniel en a un petit peu parlé, j'ai eu peur qu'il aille trop loin, mais ça va, il m'a laissé la place pour la suite. En termes de dose, ce qu'on sait, c'est que les vaccins contiennent entre 0,120, quand ils contiennent de l'aluminium en tout cas, ils contiennent entre 0,125 et 0,850 mg d'aluminium par dose, mais ça, c'est selon le résumé des caractéristiques du produit fourni par les industriels. Et on sait depuis 2021, grâce au travail de l'équipe de Chris Exley en Angleterre, qu'il existe des différences significatives au plan statistique entre ce qui est écrit dans le RCP des produits et ce qu'on obtient quand on mesure la quantité d'aluminium dans les vaccins. Alors là, j'ai mis l'exemple le plus parlant, c'est l'Avrix, qui est un vaccin hépatite A. La dose affichée, c'est de 0,250 mg par vaccin, et ce que Chris et son équipe ont mesuré, c'est entre 0,172 et 0,602 mg. C'est la seule étude publiée à ce jour qui permet de montrer ça. Nous, on a fait ce genre de mesure aussi avec une autre technique qui est de l'ICP-MS sur les vaccins qu'on utilise dans nos modèles animaux. On veut publier ça, mais on voulait rajouter d'autres vaccins, et voilà, ça prend un peu plus de temps. Ça a un coût aussi, donc on n'est pas arrivé au bout de cette histoire, mais on voulait faire un travail très complémentaire avec d'autres vaccins que ceux que Chris a testés. Je vous mets juste un exemple, c'est pas publié, mais ça a été assez reproductible quand on a testé le Nesvac, Loïc l'a dosé, et on est toujours 4 fois moins que ce qui est annoncé. Alors 4 fois moins, on va se dire, bon bah c'est bien, il n'y en a pas 4 fois plus au moins. Mais par contre, ça pose des questions aussi en termes d'efficacité. S'il faut de l'aluminium dans les vaccins, est-ce que si on en a 4 fois moins, ça marche encore? Je ne sais pas. D'accord. Et j'ai discuté récemment avec Luis Luján, donc en Espagne, qui travaille sur le modèle mouton, et il m'a confirmé qu'eux font systématiquement les mesures aussi, et ils ont systématiquement des différences avec ce qui est affiché. Donc eux, ils sont sur des vaccins vétérinaires, qui sont évidemment différents des vaccins humains,
qui ont les mêmes sels d'aluminium que les vaccins humains, ils ont aussi des différences entre l'affiché par l'industriel et ce qu'ils mesurent dans la vraie vie. En revoyant ces diapos hier, je me suis dit qu'en fait, c'était peut-être l'occasion qu'on fasse un gros travail ensemble, vaccins humains et vaccins vétérinaires, pour prendre la suite de ce papier de Chris. Il faudra que je soumette l'idée à lui. Alors ça, c'est vraiment des interrogations sur la dose, et puis au-delà de ça, on a parfois aussi des petites incertitudes quand même qui sont pas négligeables sur l'identité même de l'adjuvant. Ici, vous avez ce qui s'appelle le package insert fourni donc par la FDA, c'est tout ce qui est de plus officiel, hein, une agence de réglementation américaine, pour le Recombivax, qui est un vaccin hépatite B. Et quand on le lit, on voit que les vaccins contiennent, alors approximativement, ça dépend évidemment de l'incertitude de mesure, ce qui est quand même acceptable techniquement, 0,5 mg d'aluminium fourni sous la forme du sulfate d'hydroxyphosphate, appelé avant hydroxyde d'aluminium. Alors, les molécules ne changent pas de nom, il faut être clair, hein. Donc soit c'était pas le bon composé, ils ont mis un autre nom. Enfin, il y a une vraie grosse incertitude sur cette phrase-là qui est quand même assez étonnante. En tout cas, voilà, ça pose pas mal de questions, donc il faut quand même à chaque fois regarder quel est l'adjuvant, est-ce que c'est bien celui qu'on a, qui est indiqué, et quelle est la dose. Alors je vais revenir sur cette histoire de dose. L'existence d'une dose réglementaire, d'un seuil de sécurité, c'est quelque chose qui est vraiment très, très classique, que j'entends tout le temps, de la part du grand public, de la part de professionnels aussi, de dire: «Mais si on en met cette dose-là, c'est qu'on sait qu'il se passera rien à cette dose-là». C'est très logique et c'est ce qu'on s'attend, hein, d'un produit de santé, évidemment. Évidemment, ça n'est pas le cas, et l'histoire de cet article-là commence vraiment, par la curiosité de Loïc, qui a vraiment eu envie de fouiller tous les documents qu'il pouvait trouver sur le sujet, et 2, par cette phrase-là qui est issue d'un échange de mails que j'ai eu avec le Centre régional de pharmacovigilance de Montpellier en février de cette année. C'est quand même des gens qui connaissent évidemment ces questions de pharmacovigilance, et qui m'ont écrit: «Le seuil de sécurité fixé dans les vaccins est de 0,85 mg d'aluminium par dose vaccinale». Le seuil de sécurité. Alors, je dois dire que cette phrase m'a un petit peu énervée, plus que d'habitude, et que c'est à partir de là qu'on s'est dit: «OK, il va falloir vraiment publier quelque chose là-dessus», parce qu'on le sait que c'est pas, que ça n'a pas été établi sur des questions de toxicité ou de sécurité, mais il va peut-être falloir qu'on le redise et qu'on l'écrive dans un article scientifique, dans un journal, à comité de relecture, et cetera, et cetera. Alors, pour comprendre tout ce qu'on a cherché, tout ce que Loïc a cherché, il faut comprendre un tout petit peu le fonctionnement américain. Alors on retourne encore de ce côté de l'Atlantique, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, ils ont le HHS, qui est le ministère de la Santé, et qui chapeaute 3 instituts différents. NIH, plutôt axé recherche biomédicale, CDC, santé publique épidémio, et puis FDA, qui est leur instance de régulation, qui va notamment donner les autorisations de mise sur le marché des produits à la fois alimentaires et des produits pharmaceutiques. Alors, ce qu'on savait déjà avant de commencer, c'est que le premier niveau maximum officiel autorisé d'aluminium dans les vaccins américains, il apparaît dans un texte qui est le registre fédéral en 1968, et qui fait état de cette dose-là de 0,85. Donc en 68, on a déjà cette dose-là dans le registre fédéral. Et Loïc s'est amusé ensuite à regarder maintenant tous les registres pour essayer de comprendre d'où vient cette dose, parce qu'il y avait ce chiffre, mais rien associé. Alors, ce qu'on savait aussi, qui est quand même assez incroyable, c'est qu'en 2000, lors d'un séminaire sur l'aluminium dans les vaccins, un représentant de la FDA ne sait pas d'où vient la dose de 0,85, et c'est pas moi qui l'invente. Quand on regarde les minutes, la retranscription de ce colloque-là, on a le NIH en haut qui demande d'où vient cette dose, comment elle a été déterminée, et la FDA avec le docteur Baylor qui dit en fait on sait pas, on a essayé de chercher, mais on se rappelle pas trop et on n'a pas trouvé d'où elle vient. Quand même un petit peu problématique. 2002, ce même docteur Baylor publie sur cette dose-là. Alors, il rappelle que ça vient, qu'on peut le trouver dans les registres fédéraux. Il rappelle que c'est une dose de 0,85. Et puis, il explique un peu plus en détail que c'est une dose qui a été déterminée de manière expérimentale, qui est basée sur l'efficacité, sur la réponse qu'on veut produire, mais que c'est pas une dose de toxicité ou de sécurité. Ça nous dit pas d'où elle vient quand même, mais en tout cas, on sait que c'est vraiment basé sur l'efficacité. Alors si on reprend notre petite ligne de temps,
On peut placer en 2000 le fait qu'on l'FDA ne sait pas l'expliquer, qu'en 2002, ils expliquent qu'elle a été sélectionnée empiriquement pour des raisons d'efficacité. Alors ça nous a pas tout à fait satisfait, surtout Loïc qui a voulu chercher encore un peu plus, parce que nous, on s'était vraiment toujours arrêté là-dessus, en fait, en disant: «Il y a pas d'études derrière», mais on n'était jamais allé chercher plus en profondeur. Et c'est ce que Loïc a fait. Il faut comprendre une seule chose, c'est qu'en 72, il y a un transfert de l'autorité sur les produits biologiques du NIH vers la FDA. Donc tout ce qui vient après 72, c'est plutôt la FDA, et tout ce qui est avant, c'est plutôt NIH. Voilà, donc ça permet juste un peu de comprendre l'origine des textes. En 81, la FDA maintient ce niveau de 0,85, sans dire d'où il vient, mais ils disent que ce sera toujours 0,85. Et ils font une petite variation, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 1,25, à la condition, c'est ce que j'ai mis en violet, à la condition que des données démontrant, alors la faute était au départ, hein, il manque un R, mais elle y était dans le texte, que des données démontrant que la quantité d'aluminium utilisée est sûre et nécessaire, soient soumises et approuvées par le directeur du bureau des produits biologiques. Voilà. Donc c'est ce que j'ai mis là, en raccourcissant un peu, 1981, mais ça nous dit toujours pas comment a été déterminée cette dose. Donc Loïc a étudié, il a épluché tous les registres fédéraux qui sont accessibles sur internet, qu'il a trouvés, jusqu'à tomber sur celui de 2011 qui explique plusieurs choses, mais la plus intéressante, c'est que c'est la première fois dans ce texte-là qu'il ait fait référence aux textes historiques qui ont permis de comprendre pourquoi 0,85. Et ces textes-là, ce sont 2 textes qui sont liés à la fabrication de l'anatoxine diphtérique, c'est un texte de 1947, et de l'anatoxine tétanique, qui est lui un texte de 1952. Alors là, on s'est dit: «Bon, on va chercher ces textes-là, ça va être super facile, on va aller sur Google et puis on va les trouver». Alors ça a pas trop marché. Clairement, on les a pas trouvés. Ce sont quand même des textes qui sont, enfin cette dose-là, elle est citée notamment par, l'OMS, enfin c'est quelque chose d'extrêmement répandu, hein. Mais on n'arrivait pas à accéder à l'origine de cette dose-là. Donc on s'est fait un peu aider, côté américain pour déposer ce qu'on appelle des FOIA. Donc c'est l'équivalent américain des demandes d'accès aux documents administratifs. Et des FOIA ont été déposés auprès du NIH puisque ce sont des textes du NIH. Le NIH a répondu qu'il les avait pas, donc on a demandé à la FDA, qui nous a dit: «Bah, demandez au NIH, c'est eux qui les ont», et on leur a dit: «D'accord, on l'a déjà fait», et du coup, on a redemandé à la FDA, c'était au début juste un échange de mails et après c'était vraiment un FOIA, et la FDA a fini par nous les trouver, et donc au mois de mai, on a en fait, ça a été assez rapide, on s'attendait à ce que ça prenne plus de temps, et au mois de mai, on a reçu donc ces 2 textes-là, donc on était tout contents, on s'est dit: «Ça y est, on va comprendre». D'où vient cette dose? Est-ce qu'elle a été testée correctement? Puisque c'est ce que tout le monde nous dit. Alors on s'est mis, à travailler sur ces textes-là, qui sont pas très longs en fait. Alors évidemment, c'est pas la même qualité, on est sur des textes qui ont quelques années. Le premier PDF de 47, il fait 8 pages, le deuxième, c'est un texte de 19 pages, et je vais vous dire ce que racontent ces textes-là et est-ce que oui ou non, ils permettent de dire que la dose de 0,85 n'est pas toxique. Alors, pour comprendre ça, pour comprendre ces textes, j'ai juste traduit, ce que les Américains appellent la toxoïde, c'est une anatoxine. C'est la toxine rendue inoffensive, on parle de la toxine diphtérique et tétanique, et en fait, ces textes-là sont vraiment comme une recette de cuisine, pour savoir comment préparer, ces solutions d'anatoxine diphtérique et tétanique. Quelle est la composition? Comment on fait pour que ce soit stérile? Comment on prépare? Et cetera, et cetera. Donc c'est très pratico-pratique comme contenu. Il est fait mention d'un test de sécurité. Donc là, on s'est dit: «Bon, bah, c'est bon, ça va aller», et alors le test de sécurité, il faut injecter la solution totale, à des animaux qui sont soit des souris, soit des cochons d'Inde. Il faut le faire sur au moins 2 animaux. Donc là, point de vue réduction des effectifs, ils étaient pas trop mal. Il faut les suivre pendant 7 jours et il faut regarder s'ils développent la diphtérie ou le tétanos selon le texte, ou alors s'ils meurent. Bon. Alors, un peu plus tard dans le document, il est fait mention de textes de détoxification, donc on a regardé ça aussi. C'est toujours une injection de solution totale. Cette fois-ci, c'est sur 4 animaux, donc c'est un petit peu différent, mais c'est pas enfin
la différence est pas quand même très, très facile à suivre. Donc cette fois-ci, il y a plus d'animaux et ils suivent pendant un peu plus longtemps, c'est 21 ou 30 jours de suivi. Et là encore, par contre, ce qu'ils regardent, c'est la même chose, c'est est-ce que, l'animal a développé la maladie, diphtérie ou tétanos, ou est-ce qu'il est mort? Voilà. Et puis ce qui est marqué dans ces 2 textes-là, c'est que dans tous les cas, la quantité d'aluminium utilisée doit être la plus petite possible pour, accomplir le but, cherché, donc la réponse, immunitaire. Donc si on fait le bilan de ça et les textes, si vous voulez les lire et ne pas me faire confiance, je les ai, hein, je vous les envoie avec grand plaisir. Si on le fait le bilan de ça, c'est dans le registre fédéral américain de 2011 qu'il est fait mention de ces textes-là des années 40 et 50, que ces 2 textes-là permettent d'expliquer comment préparer de l'anatoxine diphtérique ou tétanique, dans lesquels on va trouver de l'alun de potassium. Alors c'est dommage parce que si vous avez bien vu le début des diapos, ben l'alun de potassium, on l'utilise plus en fait. Les animaux reçoivent, la solution totale, d'accord? Avec une injection, une seule, au cours de leur vie. C'est du sous-cutané, pas non plus ce qu'on fait avec les vaccins maintenant, et les animaux sont des animaux adultes. Il n'y a aucune étude de toxicité du sel d'aluminium utilisé dans ces documents-là. Il y a à aucun moment la question n'est posée et donc évidemment la réponse n'est pas apportée. J'ai mis étude de sécurité en italique, parce que c'est quand même bon, on vérifie juste si l'animal meurt ou pas en quelques semaines, c'est pas bon, c'est un critère, mais on peut être un peu plus fin aussi quand on regarde ces composés-là. Et puis ces études-là, ces 2 tests-là ne concernent que les préparations complètes d'anatoxine, donc il y a pas de notion d'étudier vraiment la toxicité du sel d'aluminium. Donc il ne vous aura pas échappé que les vaccins actuels contiennent d'autres adjuvants, AH, AP, AAHS, d'autres antigènes, ce sont d'autres préparations vaccinales que ces 2 préparations-là. On les injecte avec une autre voie d'exposition, ça c'est important quand on fait de la tox de respecter la même voie, d'exposition. Il n'y a aucune idée, aucune information sur le fait que l'organisme est exposé très précocement. Là, ce sont des morceaux, des suggestions d'études sur l'animal adulte, mais il y a vraiment rien sur l'animal, en développement. Et puis il y a aucun élément de réponse sur le fait d'avoir des doses cumulées, le même jour plusieurs injections, c'est comme ce qui est fait chez l'enfant. Et puis le fait de répéter les doses, par exemple, tous les mois ou plusieurs fois en tout cas dans la vie de l'animal, ça n'a jamais été testé, dans ces textes-là. Donc ces textes ne peuvent en aucun cas, servir de base pour établir que le 0,85 milligrammes d'aluminium par dose de vaccin est une dose de sécurité. D'accord? J'ai mis un trou noir, il y a rien, dans ces textes-là. Alors ça, c'est très américain. Si on revient chez nous, qu'est-ce qu'il faut savoir de la situation française? Alors, E3M a, interrogé l'ANSM cette année pour leur demander, d'où venait la dose de 0,85 pour qu'on puisse avoir leur réponse à eux, côté français. L'ANSM a répondu que la France suit la pharmacopée européenne, c'est une monographie qui porte le numéro 0153, vaccins pour usage humain, et que dans cette monographie, on apprend que, les vaccins humains, peuvent contenir au maximum 1,25 milligrammes d'aluminium par dose humaine, blablabla. Alors la pharmacopée européenne, elle date des années 60, elle est suivie, pratiquement depuis le début par, la France, et quand on va regarder effectivement, parce qu'on vérifie, moi je vérifie quand l'ANSM dit un truc, quand on vérifie dans la pharmacopée européenne, la version en ligne, c'est la version 12, on trouve effectivement cette phrase, alors c'est en anglais, hein, effectivement maximum de 1,25. Alors déjà on est passé sur la dose qui était amenée par les Américains, mais qui est pas la dose la plus classique. Il n'y a aucune explication qui permettrait de comprendre d'où vient cette dose, où elle comment elle s'est retrouvée dans la pharmacopée européenne, comment elle a été déterminée. Est-ce qu'elle est une simple retranscription du texte américain de 81, que je vous ai remis là, qui permettait d'aller jusqu'à 1,25, sauf que dans la pharmacopée européenne, on voit plus la mention, la condition de fournir des données de sécurité. Ce truc-là a disparu. Si ça vient de là, ça a disparu en tout cas, mais on ne sait pas si ça vient de là. Est-ce qu'il y a une autre source et laquelle? On ne sait pas. Alors moi j'ai questionné, on peut poser des questions, c'est pas complètement évident parce qu'il faut se connecter, il faut créer un espace qui marche pas toujours. Mais j'ai posé la question sur le site de la pharmacopée européenne, j'ai pas eu de réponse pour l'instant. Mais voilà, je ne sais pas
d'où vient la dose européenne et si elle est en fait que la dose américaine avec un petit peu moins de précautions. Donc ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de données de sécurité sur cette dose, cette fameuse dose d'aluminium dans les vaccins, que la France suit la pharmacopée européenne. Est-ce que la pharmacopée européenne suit la dose américaine? On ne sait pas. Est-ce qu'elle suit autre chose? On ne sait pas. Et puis même si on avait une dose de sécurité, quel est le contrôle des quantités d'aluminium dans les vaccins quand on voit les différences entre RCP et mesures indépendantes? C'est une vraie question qui pose des vrais problèmes aussi quand on a des études épidémiologiques, parce qu'en fait, caractériser l'exposition n'est pas possible vu le niveau d'incertitude autour de la quantité d'aluminium dans les vaccins. Donc finalement, cette phrase-là, le seuil de sécurité fixé dans les vaccins est de 0,85, en fait, je pense qu'il faut arrêter de la dire, arrêter de l'entendre, et puis quand on l'entend, il faut arriver à dire que c'est faux. C'est vraiment une légende urbaine, et j'espère choquer personne, mais c'est vraiment comme le Père Noël, ça n'existe pas. J'espère qu'il n'y avait pas de personnes sensibles, parce que maintenant qu'on sait que le Père Noël n'existe pas, hein, c'est terrible. Merci beaucoup, Guillemette, pour cette analyse très précise qui montre que ça, c'est un des types de travail qu'on peut faire, c'est-à-dire la spéléologie dans les documents médicaux, et qui est très informative. Et ça me remémore ce que j'avais un peu fait au tout début des premières observations de myofasciite macrophage, quand on avait surtout compris le lien avec les vaccins luminiques. C'est-à-dire que moi, m'étais bêtement penché sur la question sur la pharmacocinétique de ces produits, et c'est là où j'avais découvert qu'il y avait aucune donnée, ce qui est effectivement un problème. Ce qui ne veut pas dire que les produits soient forcément toxiques, mais ça veut dire qu'il y a un défaut d'analyse. Donc ça, c'est un des problèmes auxquels on est confronté. Pardon, sur l'absence de données, la première donnée quand même de cinétique des adjuvants aluminiques, l'étude des 2 lapins, elle montre en 97, alors je suis d'accord, on est tout à fait concomitant avec le début de la myofasciite, mais elle montre quand même la non-élimination et la translocation vers le cerveau. C'est quand même la première étude qui permet de suivre l'aluminium injecté dans la patte du lapin, qui montre que ça s'élimine pas et qu'on en retrouve dans différents tissus, dont le cerveau, dans 100% des échantillons testés. Il y en a que 3 ou 4 parce qu'ils en ont perdu un. Mais et à partir de là, on continue. Parce que cette étude, elle est montrée avec un pic d'élimination à 3 semaines. On voit comme ça, et après on voit la décroissance. En fait, il n'y a jamais de fin. C'est-à-dire que dans l'étude, justement, elle montre ils ont arrêté l'étude à un moment où il y avait encore de l'aluminium présent dans l'organisme, mais c'est avec de l'aluminium 26. Donc là, on était certain que c'était ce qu'on avait injecté. Et donc, et puis, ce que tu dis, la translocation dans le cerveau, qui a été démontrée de manière formelle. Ce qui était un peu, je pense, pas exactement les conclusions que espérées. Est-ce qu'il y a des questions? Je voudrais juste faire une petite intervention d'abord. Ce que tu viens de montrer, Guillemette, et ce qu'a montré Jean-Daniel avant, montre que de toute façon, le discours officiel est un discours qui est complètement contraire à ce que la science montre. Et comme vous savez tous que c'est un sujet qui est d'actualité aux États-Unis, et tout à l'heure Guillemette en a parlé un peu par rapport aux réunions de la CIP, ça veut dire que le débat va revenir en France sur le sujet de la toxicité des adjuvants à base d'aluminium de manière très très forte. Il va y avoir des effets boomerang qui vont être très forts. Ce qui explique qu'on a décidé au niveau de 3M en début d'année, vu tout ça, d'embaucher une personne, une chargée de mission en communication à temps partiel, de façon à pouvoir tenter de diffuser les bonnes informations scientifiques. Comme je disais un peu au début de la journée, la science et pas les dogmes, quoi. Voilà. Il y a une question. Oui,
Marie Leroux, avocate, merci beaucoup, docteur Crépon. On a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble. Donc nous, de notre vision de modeste avocat, les deux arguments qui nous sont systématiquement avancés par les producteurs, c'est l'absence de bibliographie, littérature qui irait dans le sens d'un danger de l'adjuvant aluminique. Alors là, c'est tellement une affirmation erronée qu'intellectuellement, on a presque des difficultés à répondre. Et l'autre argument qui est systématiquement avancé, c'est celui du seuil, en nous expliquant que le seuil est parfaitement respecté et que de ce fait, il y a une absence de risque pour les patients. Alors c'est donc merci beaucoup pour cette publication que je vais évidemment verser dans le cadre des écritures. Alors ça permet pas de démontrer qu'il y a une dangerosité, mais à contrario, ça permet de démontrer qu'il n'y a pas de sécurité prouvée, ce qui est quand même un élément très important. Le seuil est respecté, Oui, mais c'est pas un seuil de sécurité. voilà. Donc leur argument est erroné. En plus, il y a une notion, le seuil, c'est dans l'ampoule. Oui. On est d'accord. Hein. Après, il faut ce qu'on n'analyse pas, c'est la trajectoire des particules une fois qu'elles sont injectées. Et ça, c'est tout à fait différent. Et c'est pas parce qu'on en injecte peu que ça n'a pas forcément d'effet nocif. Qui plus est, qui peuvent être différents d'un individu à l'autre. Moi, c'est ce que je pense, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs de prédisposition génétique qui sont déterminants là-dedans. Donc, les incertitudes, elles sont considérables. La trajectoire et le cumul aussi des vaccinations. Alors ça, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes, mais pour une injection unique, c'est-à-dire vous n'avez aucune information, sauf des études expérimentales et qu'on a faites et qui sont tout à fait éloquentes, hein, et qui sont publiées en plus, donc ils sont accessibles. Alors là, complètement accessibles. On voit qu'une injection intramusculaire de particules, alors qui sont pas exactement les mêmes, mais qui sont de taille comparable et difficilement dégradables, eh bien elles passent du muscle dans le ganglion lymphatique, puis dans la circulation générale, et puis elles entrent dans le cerveau. Donc il y a une biodistribution systémique incluant le système nerveux qui est avérée. Oui, je voudrais juste revenir sur deux choses différentes. Effectivement, ce 0,85, il est par dose de vaccin, quel que soit le poids de celui qui reçoit, quel que soit son stade de développement. Un bébé prématuré, c'est pas le même développement, c'est pas le même poids a priori qu'un enfant de 12 ans. Ça ne prend pas en compte effectivement le fait qu'on vaccine avec plusieurs vaccins le même jour, en particulier le bébé. Il y a rien là-dessus. Et en parlant de ça, m'a fait penser à ça, de biodistribution, et ça rejoint aussi ce que disait Didier, que ça va secouer assez fortement dans les semaines et les mois qui arrivent par ce qui se passe aux États-Unis. L'un des membres de la CIP la semaine dernière a quand même dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on parlait d'immaturité de la barrière hémato-encéphalique quand on parlait d'effets indésirables des vaccins. Enfin, donc on arrive effectivement à un niveau intellectuel parfois tellement un peu comment dire, on sait presque pas quoi répondre tellement c'est absurde. Et il a dit ça sans aucun complexe. Et c'était à un moment assez hallucinant. Il était un peu âgé aussi, hein, monsieur. Oui, puis il était fâché aussi. Concernant les doses d'aluminium dans les vaccins, il me semble qu'il y avait une étude en Italie qui avait étudié les vaccins. Ils avaient remarqué qu'effectivement les doses d'aluminium étaient excessivement aléatoires et Corvelva. Et même effectivement la présence d'antigènes était aléatoire. Donc c'était quand même très surprenant. Ouais, j'ai plus leurs chiffres en tête, mais effectivement ils avaient réalisé ces travaux-là aussi. Ouais. Il y avait une... Très rapidement, est-ce que vous avez pu interroger des organismes comme l'HAS, les ARS ou l'Agence nationale de sécurité du médicament sur cette question et sur vos résultats? Et si oui, qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, l'ANSM connaît nos résultats d'une manière générale, parce que moi j'étais allée présenter nos travaux précédents au conseil scientifique, c'était déjà il y a quelques temps, c'était en 2017. Ces travaux-là sont publics. L'ANSM est ressollicitée effectivement pour les alerter sur cette publication qui date de cet été. Moi, à ce jour, j'ai pas de réponse là-dessus. Le courrier est parti. Oui, le courrier est parti à l'ANSM, il est parti aussi à l'EMA, au niveau européen. Qui est-ce qui voulait... On attend la réponse. Voilà, on a encore la réponse. Dans le créneau du quart de matinée. Mais si on n'a pas la réponse, on relancera et on ne lâchera pas, bien sûr.
Merci beaucoup, donc c'est très intéressant. J'avais une notion moi de dose qui était, dite réglementaire par les instances, mais évaluée d'un point de vue, d'absorption digestive en fait par voie orale et non, et donc qui était comparée, abusivement du coup et c'était pas très, Oui, ça c'est encore un autre problème, mais effectivement ça fait partie des absurdités qu'on entend, tout le temps. Il existe une dose de sécurité pour l'aluminium alimentaire, donc c'est d'autres composés avec une autre voie d'administration. Alors, Chris Exley quand il est interrogé là-dessus, il dit: «Mais ça a été déterminé par des gens qui ne connaissent pas l'aluminium». Ça c'est voilà, c'est encore autre chose, mais qui de toute façon cette dose-là ne s'applique pas du tout, au contexte, aluminium vaccinal et même si elle s'appliquait, de toute façon, on la dépasse avec notamment l'exposition du tout petit. Donc, c'est même pas un bon argument en fait pour. donc la dose dans les vaccins est supérieure à celle, Les jours de autorisée vaccination. même par, voie de Ouais, les jours de vaccination, en fait, ça peut dépasser. Ouais. Ah oui, quand il y en a plusieurs, d'accord, OK. Et puis, il faut vraiment relier ça au poids de l'individu aussi. Ça, c'est important sur un bébé de 5 kilos, c'est pas tout le... D'accord, merci. On va vite sur des doses assez fortes, en fait. Je rajouterais que dans l'absorption digestive, il y a un facteur qui n'est jamais pris en compte, c'est la variabilité de l'absorption qui est liée aux états pathologiques et probablement d'ailleurs au rôle du microbiote également intestinal là-dedans, et aussi au rôle de l'aluminium sur la création d'une inflammation intestinale. Donc ça, c'est lié, ça pas de lien direct forcément avec les vaccins aluminiques, mais c'est une composante qui doit être aussi prise en compte quand on évalue l'aluminium dans tout ce qui est ingéré, y compris d'ailleurs dans les pansements gastriques, s'il y en avait. Je vous rappelle que les lactapulgites, par exemple, hein, les pansements intestinaux à base d'argile, c'est des sels d'aluminium, l'argile. C'est pour ça que ça nettoie bien aussi les tasses de thé, le blanc de meudon.